Tu t'es déjà demandé pourquoi, même après la séparation, ta vie continue de s'effondrer. Le pervers narcissique, il veut ta ruine, pas seulement ton départ. Et ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est que la destruction, elle ne commence pas quand tu pars. Elle commence bien avant. Le jour où tu as osé dire non. Le jour où tu as eu l'air heureux sans lui ou sans elle. Le jour où quelqu'un t'a regardé avec respect en sa présence. Et lui, il a vu ça. Il l'a enregistré. En silence. Parce que le narcissique ne fonctionne pas comme toi ou comme moi. Il ne souffre pas de la perte comme toi. Ce qui le ronge, ce n'est pas l'absence, c'est que tu puisses exister, t'épanouir, sourire, et tout ça sans lui. Il ne peut pas le tolérer, jamais. Alors, il planifie, méthodiquement, parfois sur des mois, parfois sur des années. Et aujourd'hui, nous plongeons dans quelque chose que peu de contenus osent vraiment nommer. C'est la mécanique froide, précise, de quelqu'un qui ne veut pas juste tourner la page. Il veut que tu n'aies plus de page à tourner. Alors juste avant, laisse un like et abonne-toi, c'est important. Le narcissique, il ne veut pas te quitter, il veut te détruire. La plupart des gens qui sortent d'une relation toxique attendent une chose, que ça s'arrête, que l'autre passe à autre chose, que le silence s'installe enfin. Mais avec un narcissique, ce silence, il n'arrive jamais. Ou s'il arrive, c'est un silence stratégique. Le calme avant une tempête qu'on n'a pas vu venir. Ce qu'on apprend, et ce qu'on comprend rarement, c'est que pour le narcissique, la relation n'est jamais vraiment terminée. Pas parce qu'il t'aime encore, mais parce que tu représentes quelque chose qu'il ne peut pas laisser partir librement. Une menace à son image, une dette symbolique, ou pire, un témoin. Tu sais des choses sur lui, tu l'as vu dans ses moments de faiblesse, tu connais le visage qu'il cache aux autres, et ça, il ne te le pardonnera jamais. Le docteur Ramani, psychologue clinicienne spécialisée dans le narcissisme, le dit avec une clarté désarmante. Le narcissique, il ne vit pas la rupture comme une perte sentimentale, il la vit comme une humiliation. Et l'humiliation, pour une psyché narcissique, appelle une réponse. Toujours. Ce que nous avons du mal à intégrer, c'est que cette réponse, elle n'est pas émotionnelle, elle est calculée. On s'imagine que la colère, la vengeance, les manœuvres sournoises sont des réactions impulsives, des débordements passionnels. Mais c'est faux, ce sont des outils. Et il va les utiliser avec une précision qui peut glacer le sang quand on commence à voir le schéma. Je dis souvent que le plus dangereux dans cette dynamique, c'est le décalage temporel. Toi, tu veux juste tourner la page, lui, il est encore en train de lire la première ligne, mais en cherchant comment la réécrire à ton détriment. Pense à ce moment, peut-être, où tu as essayé de reprendre ta liberté. Tu l'as annoncé, calmement ou pas. Et dans les jours qui suivent, quelque chose d'étrange se produit. C'est des gens de ton entourage qui ont commencé à te regarder différemment. Des rumeurs ont circulé. Des choses que tu avais dites en privé ont été répétées, déformées. Ton patron a reçu un message. Ta mère a eu une conversation qu'elle n'a pas tout à fait su comment te raconter. Ce n'était pas du hasard, c'est le début de quelque chose d'orchestré. Carl Jung, il parlait du concept de l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refusons de voir, que nous projetons sur les autres. Eh bien, chez le narcissique, cette ombre, elle est massive. Et plutôt que de la traverser, eh bien, il va la diriger. Il en fait même une arme. Ce qu'il ne supporte pas en lui, la honte, le vide, la fragilité, il va l'inoculer dans ta vie, dans ta réputation, dans ton regard sur toi-même. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme psychologique très documenté. Et ici, nous avons aussi Eckhart Tolle, qui nous donne peut-être la clé la plus sobre pour comprendre ce qui se joue. Il dit que la douleur que l'autre cherche à infliger est toujours le reflet de celle qu'il porte en lui, sans pouvoir la nommer. Le narcissique, il est habité par une douleur qu'il n'a jamais appris à traverser. Alors, il la distribue, généreusement, et de préférence à ceux qui ont osé lui montrer qu'il pouvait vivre sans lui, c'est-à-dire à toi quand tu décides de partir. Ce n'est pas une question de haine personnelle, même si ça y ressemble, mais c'est une question de survie psychique, la sienne. Ta destruction,
elle n'est pas un effet secondaire de la rupture. Elle en est pour lui l'objectif principal. Ce qu'il veut, c'est te détruire. Maintenant, la mécanique de la ruine, c'est comment il opère concrètement. Il ne va pas te détruire frontalement. Ça serait trop visible, trop risqué pour son image. Non, chez le narcissique, ce qu'il maîtrise le mieux que quiconque, eh bien c'est l'art de te faire tomber sans que personne ne le voie pousser. La première chose qu'il va attaquer, eh bien c'est ta réputation. Pas la tienne, pas directement, mais il est bien trop subtil pour ça. Il va commencer par semer des doutes. Une phrase glissée par-ci, une confidence feinte par-là. Par exemple, tu sais, j'ai peur pour lui en ce moment. Elle n'allait pas bien depuis un moment. Je faisais de mon mieux. Ce type de discours a un nom dans la littérature clinique. C'est ce qu'on appelle le DARVO. Déni, attaque, reverse, victim and offender. En français, c'est nier, attaquer, puis se poser en victime. Il devient celui qui a souffert. Et toi, sans t'en rendre compte, eh bien tu deviens le problème aux yeux des autres. Si tu as déjà vécu ce genre de situation, c'est normal dans ce genre de couple. Et je t'invite à laisser ton témoignage en commentaire, ça peut être très utile. Ce mécanisme, il est redoutable parce qu'il est invisible pour ceux qui l'observent de l'extérieur. Les proches ne voient pas la manipulation. Ils voient quelqu'un de blessé qui parle avec mesure. Et cette mesure apparente, cette retenue de façade, eh bien elle va renforcer sa crédibilité au moment même où il est en train de saper la tienne. Vient ensuite une autre phase, c'est l'isolement. Là encore, rien de brutal. Il ne leur donne pas à tes amis de te quitter, il les convainc progressivement que tu es instable, ingrat, difficile à suivre. Il crée des fictions légères entre toi et les gens qui t'entourent. Une information mal transmise, déformée, un rendez-vous oublié dont il est responsable mais dont tu porteras le chapeau. Tu seras toujours en faute. Des non-dits en permanence. Et un jour, tu réalises que tu es seul. Non pas parce que les autres t'ont abandonné, mais parce qu'on les a lentement convaincus de prendre leur distance. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver seul. Nous avons tendance à sous-estimer à quel point l'isolement est au cœur de cette stratégie. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour lui-même, écrivait que l'homme qui perd le lien avec les autres perd une part de lui-même. Le narcissique, eh bien, il le sait instinctivement. Il ne te coupe pas du monde par jalousie ordinaire, mais il te coupe du monde parce que un être isolé est un être vulnérable. Et un être vulnérable est un être contrôlable. Il y a aussi ce que j'appelle moi le sabotage de trajectoire. Ce sont des coups portés à ta vie concrète, professionnelle, financière, parfois même légale. Un mail envoyé à un employeur sous couvert d'inquiétude ou de bienveillance. Une procédure juridique lancée non pas pour obtenir quelque chose, mais pour t'épuiser, te prendre ton temps, que tu ne penses pas à autre chose et que tu restes dans ces pensées. Des dettes communes, soudainement contestées. Des promesses passées qui sont retournées en accusations. Ce n'est pas de la vengeance au sens émotionnel du terme, mais c'est de l'ingénierie sociale appliquée à ta destruction matérielle. Le docteur Ramani va insister sur un point que nous avons souvent du mal à entendre. Ces comportements ne sont généralement pas perçus comme malveillants par ceux qui les exercent. Le narcissique, eh bien, il se croit dans son bon droit. Il se raconte une histoire dans laquelle il est la victime légitime d'une injustice. Et chacune de ses actions, elle n'est pour lui qu'une réponse proportionnée. Ce n'est pas ce qui le rend si difficile à confronter, mais si difficile à dénoncer. Il croit à ce qu'il dit. Et ça, c'est le pire. Il croit vraiment à tous ses mensonges. Et nous, pendant ce temps, eh bien, on continue de chercher la logique. Nous essayons de comprendre ce que nous avons fait pour mériter ça. Nous rejouons les scènes. Nous demandons si nous n'avons pas mal interprété, si nous avons exagéré. Et c'est exactement là où il veut nous voir, dans le doute, dans l'auto-accusation, dans cette énergie mentale dépensée à chercher notre faute plutôt qu'à reconstruire notre vie. La ruine qu'il cherche, eh bien, elle n'est pas seulement externe, elle est aussi cognitive. Il veut que tu doutes
de ta propre perception, que tu ne saches plus ce qui est réel. Et ça, c'est peut-être le niveau de destruction le plus difficile à identifier, parce que parce qu'il passe entièrement à l'intérieur de toi. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est pourquoi tu es la cible idéale et ce que ça dit de toi. Alors, arrêtons-nous une seconde sur quelque chose d'inconfortable. Parce que cette question, on finit tous par se la poser, souvent tard la nuit, souvent seul. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça? Et la réponse, elle est à la fois simple et plus complexe qu'on ne l'imagine. Et surtout, elle ne dit rien de honteux sur toi, et ce n'est pas ta faute. Le narcissique ne choisit pas ses cibles au hasard. Il est, à sa manière, un fin observateur. Pas par intelligence supérieure, loin de là, mais par nécessité de survie psychique. Alors il a développé très tôt, souvent dès l'enfance, un radar particulièrement affûté pour détecter certains profils. Des gens capables d'une empathie profonde, des gens qui ont tendance à se remettre en question, des gens qui croient fondamentalement au bien chez l'autre, chez tout le monde, même quand les signaux disent le contraire. C'est des gens souvent qui ont déjà connu une forme de blessure affective et qui portent quelque part l'idée qu'ils doivent mériter l'amour qu'on leur donne. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité humaine retournée contre toi. Si tu te reconnais là-dedans, je t'invite à laisser en commentaire et à t'abonner pour suivre le fil de discussion. Carl Jung avait une formulation qui me revient souvent à l'esprit et que je réutilise souvent. Nous attirons ce qui résonne avec nos zones d'ombre non résolues. Ce n'est pas une accusation, mais c'est une carte. Ça signifie que si tu as grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, imprévisible, douloureux, eh bien tu as appris à le reconnaître sous cette forme. Et quand quelqu'un arrive et qui reproduit ce schéma, quelque chose en toi le reconnaît comme familier, parce que tu n'as connu que ça. Tu vas pas le reconnaître comme dangereux, mais comme familier. La nuance, elle est immense. Le docteur Ramani appelle ça le narcissique supply. C'est le narcissique, eh bien, il va chercher une source d'approvisionnement émotionnel stable. Quelqu'un capable d'absorber ses projections, de remettre en place, de remettre en question, de compenser ses manques, mais sans jamais lui demander de réciprocité réelle. D'ailleurs, on ne peut rien lui demander. Et les personnes hautement empathiques, eh bien, elles sont objectivement meilleures candidates à ce rôle. Non pas parce qu'elles sont naïves, mais parce qu'elles sont câblées pour chercher le sens derrière le comportement, pour excuser, pour comprendre, pour donner une deuxième chance, là où d'autres auraient déjà fermé la porte depuis longtemps, déjà renoncé. Il y a quelque chose que je trouve important de nommer ici, et qu'on oublie trop souvent dans ce type de contenu. C'est qu'être une cible ne fait pas de toi une victime passive. Ça fait de toi quelqu'un qui a été trompé, manipulé par quelqu'un de particulièrement habile à tromper. Et ce n'est pas la même chose. Les stoïciens, ici, distinguaient ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. C'était Épictète. Et ça, ce n'est pas un détail anodin dans sa pensée sur la liberté intérieure. Ça nous disait que nous ne contrôlons pas ce que les autres nous font. Nous contrôlons uniquement notre réponse, notre réaction. Et pourquoi, et comprendre pourquoi on a été choisi, eh bien c'est précisément reprendre la main sur cette réponse. Pas pour se punir, mais pour se connaître ou se reconnaître. Parce que la vraie question, elle n'est pas « pourquoi moi ?». Elle est plutôt « qu'est-ce que cette expérience, elle révèle de ce que je n'avais pas encore regardé en face ?» Et là, quelque chose bascule. On passe de la position de cible à celle d'enquêteur dans sa propre histoire, dans sa propre évolution. Ce que nous traversons avec un narcissique n'est jamais anodin. C'est brutal, c'est désorientant, ça laisse des traces profondes. Mais ça pointe aussi, presque systématiquement, vers des endroits de nous-mêmes qui attendaient d'être vus, des croyances sur ce que nous méritons, des habitudes de loyauté mal placées, une tendance à mettre les besoins des autres
avant les nôtres, jusqu'à nous oublier complètement. Eckhart Tolle, il dirait que la souffrance est toujours une invitation, non pas pour souffrir davantage, mais à regarder ce qui, en nous, s'est identifié à cette souffrance, comme si elle était notre identité. Et le narcissique, sans le vouloir, sans le savoir, et sans jamais en avoir l'intention bienveillante, finit parfois par nous forcer à faire ce travail. Alors, ce n'est pas une raison de lui être reconnaissant, très loin de là, mais c'est une raison de ne pas rater cette épreuve et ce qu'elle peut nous offrir. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin sur ce qui se passe en lui. C'est l'anatomie du vide, comme je l'appelle, ou l'anatomie fracturée. C'est pour comprendre pourquoi le narcissique veut ta ruine, il faut accepter de regarder là où la plupart des gens refusent d'aller. C'est à l'intérieur de lui. Pas par compassion mal placée, pas pour s'excuser, ni pour l'excuser, encore moins, mais parce que comprendre la mécanique d'une arme, c'est la première façon de ne plus en être la cible. Ce que la recherche clinique, elle nous dit, c'est... Et ce que le sens commun, d'ailleurs, peine à intégrer, c'est que derrière la grandiosité, derrière l'arrogance, derrière le contrôle obsessionnel, il y a quelque chose d'infiniment plus fragile. Une honte profonde, inconsciente, archaïque, souvent installée dans les toutes premières années de la vie. C'est pas une honte consciente, mais une honte enfuie si loin qu'elle est devenue le soi sur lequel toute la personnalité s'est construite. Maintenant, nous avons aussi le trouble de la personnalité narcissique, telle qu'elle est définie dans toutes les études, notamment le DSM-5. Je vous mets un petit lien en description. Ça n'est pas une question d'ego surdimensionné, c'est une question de régulation émotionnelle effondrée, masquée par une façade de toute puissance. Le narcissique, il ne va pas se sentir supérieur en profondeur. Il a besoin de se sentir supérieur pour ne pas s'effondrer. Et ça, c'est pas la même chose. Carl Jung, eh bien, il parlait du soi. C'est la conscience, cette instance psychique centrale qui intègre toutes les parties de l'individu, y compris les plus sombres. Chez le narcissique, eh bien, ce travail d'intégration, il n'a jamais lieu. La part vulnérable, la part honteuse, la part qui a besoin des autres, elle a été rejetée, enquistée, projetée vers l'extérieur. Ce qu'il ne peut pas tolérer en lui, il va le déposer sur toi. Ta tristesse lui devient insupportable parce qu'elle lui rappelle la sienne. Ta fragilité le dégoûte parce qu'elle est le miroir de ce qu'il ne peut pas regarder en face. C'est ce mécanisme que les psychanalystes appellent la projection identificatoire. Et il explique quelque chose de déroutant que beaucoup de victimes rapportent. C'est le sentiment étrange d'être accusé exactement de ce que l'autre fait. Il te reproche de mentir, mais lui, il ment. Il te reproche de manipuler, mais lui, il manipule. C'est lui. Il te reproche d'être instable, mais c'est lui qui l'est. Ce n'est pas un hasard en fait, c'est de la psychologie à l'état brut. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la blessure narcissique. C'est le point de rupture. Le moment où quelque chose, dans la réalité, vient contredire l'image que le narcissique a de lui-même. Une critique, même légère, un regard qui ne l'admire pas, une réussite de ta part qui va éclipser la sienne. Pour la plupart des gens, ces moments sont inconfortables, mais traversables. Pour le narcissique, eh bien, c'est une menace existentielle. Et une menace existentielle, ça répond par une mobilisation totale. Ce que nous appelons la rage narcissique, ce terme qu'on voit un petit peu partout, mais qu'on comprend mal, eh bien, ce n'est pas de la colère ordinaire. C'est une réponse de survie. C'est le système qui se défend contre un effondrement. Il ne sait pas gérer autrement. Hans Kohut, un psychanalyste qui a consacré l'essentiel de sa carrière à l'étude du narcissisme, il décrivait cette rage comme la réponse à une blessure du soi qui ne peut être réparée autrement que par la destruction de la source de sa blessure. Autrement dit, pour que lui guérisse, pour qu'il se répare, il doit te détruire, toi. Et c'est là que tout prend son sens. Sa volonté de te détruire, elle n'est pas irrationnelle dans sa logique interne.
Elle est la conséquence directe d'une psyché qui n'a jamais appris à tolérer la douleur, la perte ou l'altérité. Un psyché qui, face à ce qu'elle perçoit comme une menace, ne connaît qu'une seule réponse: éliminer la source. Eckhart Tolle nomme quelque chose que je trouve particulièrement juste ici. Il parle du corps de douleur. Cette accumulation de souffrances non digérée qui finit par prendre le contrôle de l'individu et qui se nourrit de nouvelles douleurs. Les siennes comme celles des autres. Chez le narcissique, eh bien ce corps de souffrance, ce corps de douleur est particulièrement vorace. Il se nourrit entre autres de ta détresse. Ta souffrance le soulage temporairement. Elle confirme qu'il a du pouvoir. Elle l'anesthésie. Pour un moment, la honte qui gronde en dessous. Ce n'est pas une excuse, mais une explication. Et la différence entre les deux, elle est importante. Parce que l'explication te libère de l'idée que tu aurais pu faire quelque chose différemment pour changer l'issue. Tu n'aurais pas pu. Pas parce que tu es impuissant, mais parce que ce qui se joue en lui précède de loin ta rencontre avec lui. Tu n'es pas la cause, tu en es simplement le dernier théâtre. Maintenant, comment sortir vivant? C'est ne pas guérir vite, mais guérir juste. Et ici, il y a une erreur que nous faisons presque tous après ce type de relation. Une erreur compréhensible, humaine, presque inévitable. Mais c'est une erreur quand même. Nous voulons aller vite. Nous voulons que la douleur s'arrête, que la vie reprenne, que nous redevenions celui ou celle que nous étions avant. Et dans cette précipitation, eh bien, nous sautons des étapes qui auraient pu tout changer. Et d'ailleurs, qui auraient vraiment littéralement tout changé. Le narcissique, la guérison après un narcissique, elle n'est pas linéaire. Elle ne ressemble pas à une convalescence ordinaire où chaque jour on va un petit peu mieux. Elle ressemble davantage à une archéologie. On creuse, on trouve des choses, on les examine. Parfois, on les repose et on recommence. Et ce processus, eh bien, il prend du temps. Pas parce que tu es cassé, mais parce que ce que tu as traversé a été conçu structurellement pour désorienter ta boussole intérieure. La première erreur, classique, c'est de chercher la fermeture. Ce que les anglophones appellent le closure. Le closure auprès de lui, la fermeture. Nous voulons une explication, une reconnaissance. Un oui, j'ai mal agi, je comprends ce que tu as vécu. Et nous allons parfois, eh bien, le relancer, lui parler, tenter une dernière conversation pour qu'il soit enfin honnête. Et c'est une impasse totale. Et ça, vous en êtes bien d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire. Le docteur Ramani le répète avec une constance presque militante. Le closure avec un narcissique, tu dois le construire toi-même, seul, sans lui, parce qu'il est structurellement incapable de te l'offrir. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'incapacité constitutionnelle. Maintenant, la deuxième erreur, eh bien, c'est de se reconstruire contre lui, de faire de ta guérison une revanche. Je vais réussir pour lui montrer. Je vais être heureux pour lui prouver qu'il avait tort. C'est séduisant comme moteur, mais c'est un moteur qui te demande, qui te maintient en orbite autour de lui. Tant que tu te construis ta vie en réaction à ce qu'il t'a fait, c'est encore lui qui tient le gouvernail. Les stoïciens, ils avaient une formulation sobre et juste pour ça. C'est « agis selon ta nature ». Je le répète, agis selon ta nature, selon ce qui est bien, indépendamment du regard de celui qui t'a blessé. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi, pas de le surpasser, mais de le faire souffrir à son tour. Pas de le faire souffrir à son tour. Un petit peu mieux. Juste, ne pas devenir ce qu'il t'a infligé. Ce qui fonctionne vraiment, eh bien, c'est de reconstruire ta capacité à te faire confiance. Parce que ça, c'est ça le vrai dégât. Pas les amis perdus, pas la réputation abîmée, pas même les cicatrices émotionnelles. C'est le fait de ne plus savoir si tu peux te fier à ta propre perception.
Le gaslighting, c'est la technique qui consiste à te faire douter de ce que tu as vécu, ressenti, observé. Ça a laissé quelque chose de précis, une distance entre toi et toi-même. Et cette distance, eh bien, il faut compter, il faut la combler en premier. Eckhart Tolle parle de revenir au moment présent comme un acte fondateur de toute reconstruction intérieure. Ce n'est pas une injonction à la pleine conscience, façon application mobile, c'est quelque chose de bien plus radical. C'est l'idée que ta douleur, aussi réelle soit-elle, elle n'existe, elle n'existe pleinement que lorsque ton esprit la rejoue, l'anticipe ou la projette. Et que chaque fois que tu reviens à ce qui est réel maintenant, eh bien, ta respiration, la pièce dans laquelle tu te trouves, ce que tu ressens dans ton corps à cet instant précis, eh bien, tu reprends un fragment de toi-même que personne ne peut te voler. Il y a aussi quelque chose que Carl Jung nommait, c'est l'individualisation. Ce processus long, parfois douloureux, mais par lequel on devrait vivre enfin pleinement, être pleinement soi. Pas la version de soi que les autres ont construite, pas la version de soi que la relation toxique a sculptée par soustraction, mais par quelque chose de plus profond, de plus stable, de moins dépendant du regard extérieur. Ce chemin-là, eh bien paradoxalement, il y a beaucoup plus de survivants de relations narcissiques qui finissent par le trouver beaucoup plus facilement. Parce que la crise a brûlé ce qui était superficiel, et qu'il ne reste que ce qui est essentiel. Ce n'est pas une consolation de façade, c'est ce que des dizaines d'années de psychologie clinique et de témoignages nous disent. C'est que les gens qui traversent ce type d'expérience, et qui font vraiment le travail, pas vite, mais juste, en sortent avec une connaissance d'eux-mêmes que peu d'expériences de vie ordinaire auraient pu générer. Guérir juste, ça veut dire accepter que certains jours, tu iras moins bien que la veille, que la colère, elle reviendra, que le deuil, parce que c'est un deuil, celui de la relation que tu croyais avoir, de la personne que tu croyais qu'il était, eh bien ça n'a pas de calendrier. Ça veut dire que chercher du soutien, pas par faiblesse, mais parce que ce que tu as traversé dépasse ce qu'on est censé traverser seul. Un thérapeute formé au traumatisme relationnel, un groupe de parole, des lectures sérieuses. C'est pas pour ruminer, mais pour comprendre et avancer. Tu peux aussi lire les commentaires et tu vas avoir beaucoup d'exemples là-dessus, que ce soit dans cette vidéo ou dans d'autres. Tu peux aussi laisser la tienne. Et surtout, mais vraiment surtout, ça veut dire réapprendre à t'appartenir, à avoir des désirs qui ne sont pas justifiés par les besoins de quelqu'un d'autre, à ressentir de la joie sans immédiatement chercher si elle est autorisée, à exister pleinement, sans avoir à en demander la permission. C'est ça la vraie sortie, pas spectaculaire, pas rapide, mais réelle. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement que quelque chose dans tout ça, dans tout ce que nous avons traversé ensemble, a résonné. Peut-être une situation précise, peut-être un mécanisme que tu reconnais, peut-être juste ce sentiment diffus, enfin nommé, que ce que tu as vécu avait une logique, même si cette logique, elle était tordue. Ce que nous avons exploré, eh bien, ce n'est pas une théorie abstraite, c'est le quotidien de millions de personnes qui se sont retrouvées face à quelqu'un dont l'objectif n'était pas de construire, mais de démolir. Et la chose la plus importante que tu puisses retenir de cette vidéo, eh bien, c'est celle-ci. Tu n'as pas imaginé, tu n'as pas exagéré, et tu n'es pas responsable de ce qui a été fait contre toi. Comprendre le narcissique, ce n'est pas devenir amer, ce n'est pas voir des manipulateurs partout. C'est simplement développer une lucidité sur ce qui existe, pour ne plus jamais en être la cible sans le savoir. La connaissance, ici, eh bien, c'est une forme de protection. Nous avons encore beaucoup à explorer ensemble sur ce sujet. Les dynamiques familiales, le narcissisme au travail, la coparentalité avec un narcissique, la différence entre trait narcissique et trouble constitué. Il y a des nuances importantes et nous les abordons ici sur cette chaîne. En attendant,
J'aimerais savoir ce que toi tu en penses. Est-ce que cette vidéo, elle t'a apporté quelque chose de concret? Est-ce qu'il y a un point qui t'a particulièrement touché ou une question qui reste en suspens à laquelle je pourrais répondre? Alors dis-le moi en commentaire, parce que c'est souvent dans les commentaires que les conversations les plus importantes de cette chaîne ont lieu. Et si tu connais quelqu'un qui traverse en ce moment, eh bien partage-lui la vidéo et abonne-toi. C'est pas pour lui faire peur, mais parce que parfois, entendre les choses nommées clairement, c'est le premier pas vers la sortie. Alors merci de m'avoir écouté et à très bientôt.